On retient plus la chute de Pogacar ou le triplé de Mathieu Van Der Poel. Les avis étaient partagés. Et Nabil voulait à tout prix nous donner notre avis sur ce moment d'histoire du cyclisme. Allez-y, Nabil. Qu'est-ce qui crée l'événement pour le grand public? Enfin, moi, je suis grand public dans cette histoire. C'est la présence de Pogacar. Qu'est-ce qui a fait que je me suis intéressé à cette course? C'est Pogacar. C'est pour savoir s'il allait valider une course qu'il n'avait pas encore gagnée, qu'il allait le mettre encore plus haut au niveau du panthéon de sa discipline. Parce que de toute façon, il n'est pas loin de la première place à ce rythme-là. Donc moi, sur la course, déjà, je vois quelqu'un... C'est comme, en fait, moi je l'ai vécu comme ça. J'ai vécu ça comme si c'était un peu comme une course à handicap pour lui. C'est-à-dire que c'est comme si vous étiez champion du 800, du 1500, et vous alliez vous attaquer au champion du 10 000. C'est-à-dire que ce gars-là, il a une palette qui est, de ce que je comprends, qui est extraordinaire. Mais là, il va sur un terrain qui n'est pas initialement celui qui est le sien. Et face, en plus... d'après ce que j'ai cru comprendre, un spécialiste de cyclocross avec Van Der Poel. Évidemment que l'événement, c'est la course de Pogacar. L'autre, c'est pas que c'est un train qui arrive à l'heure. Il n'y en a que 3 dans l'histoire du cyclisme qui ont gagné 3 fois d'affilée Paris-Roubaix. C'est quand même un moment historique. Oui, moi, oui, d'accord, mais ça, c'est probablement pour les puristes. J'en suis pas un. Non, mais moi, je le dis très honnêtement. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est Pogacar. En plus, il est fluette, il est sur une... Non, mais Pogacar... Benjamin est un puriste. Non, mais c'est vrai. Pogacar n'est pas non plus un ovni sur une course comme ça. C'est un mec qui gagne le Tour des Flandres, c'est un mec qui est champion du monde, c'est un mec qui... Enfin, je veux dire, il passe les pavés parce que quand il y a une étape du Tour de France, on a vu qu'il passait les pavés. C'est notre histoire quand même par rapport à... Il y a des pavés sur laquelle il était allé. Il avait perdu Milan-San Remo face à Mathieu Van Der Poel. C'est rare de voir effectivement un cycliste de grand tour être aussi performant dans les courses d'un jour, et c'est son cas. Donc effectivement, j'entends ce que dit Nabil, il a certainement raison de ce point de vue-là. Et je vais te dire un truc. Après, il y a un mano à mano quand même qui est assez incroyable et qui se livre depuis un bon bout de temps. Milan-San Remo, c'était déjà exceptionnel il y a 15 jours, 3 semaines, et c'est Van Der Poel qui avait battu Pogacar à ce moment-là. La semaine dernière au Tour des Flandres, c'est Pogacar qui l'emporte, et là forcément c'est ce duel qui... Moi je peux pas dissocier les deux sur une course comme celle-ci. Van Der Poel sur les tours, il est j'entends pour le... Mais non, mais peu importe, là c'est possibilité pour Van Der Poel de revenir à 8-8 sur les monuments. Non, mais Van Der Poel, il peut serrer la main à Pogacar parce que il est grand, Van Der Poel, il va être encore plus grand parce qu'il a Pogacar en face de lui. Oui, bien sûr, ça rend sa victoire encore plus belle, ça c'est clair, t'as raison. Le président. Non, mais j'ai tout dit, mais c'est vrai que l'enfer du Nord, pour moi, je disais, la boue, la pluie, des chutes, là, tout s'est bien passé. Il y a eu des crevaisons et des chutes. Non, mais ils sont partis à 3, et d'ailleurs, je suis pas d'accord avec toi, si j'ai bien écouté, c'est Van Der Poel qui a fusillé son partenaire, c'est lui qui a accéléré quand il a lâché Philipsen. Et c'est lui, il a lâché. Et les commentateurs disait, je naviguais sur France 2 Eurosport, qu'il ne comprenait pas qu'il avait lâché parce que c'était mieux 2 contre 1 que se retrouver en mano à mano. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qu'ils ont dit. Bon, Roux Brousse, enfin, je sais pas moi, comment elle s'appelle? La fille. Marion Rousse. Marion Rousse et Jalabert, ils disent des conneries, mais c'est ce que j'ai entendu. Ou c'était sur fond. Bon, enfin, on s'en fout. À l'arrivée, je vous donne une information, c'est que vers 12h, 12h30, on met pas une alerte. Ils sont passés devant les éoliennes de Bussigny et elles fonctionnent. Donc il y aura de l'électricité demain. Merci Eric pour heureusement que personne brasse du vent ici. Un petit mot parce que pour les puristes dont vous parliez, on parlait tout à l'heure avec Benjamin, le duel que se livrent ces deux garçons. Et au final, on n'a pas eu le duel à la pédale, on n'a pas eu le duel sur le vélo avec cette chute de Pogacar. Est-ce que ça vous a pas gâché cette fin de course sur 15 bornes? Mais oui. Non, mais puis en sortir de la tranchée d'Arambert, quand Van Der Poel a serré. On n'a pas eu l'explication finale. Oui, mais on a eu des petites choses. Et il fallait, dans le vélo, il faut savoir faire ces petites choses parce qu'il se passe quand même beaucoup de choses sur une course. C'est pas juste le moment où ça part. Et on a effectivement eu l'impression que passer Arambert, Van Der Poel était une jambe au-dessus ou une demi-jambe ou un tiers de jambe. Arambert, il est très très fort. Et à un moment donné, je reviens sur ce 38e kilomètre, effectivement, où il y a l'erreur de Pogacar. Pogacar revient à 13 secondes, donc c'est-à-dire qu'il reprend 7 secondes sur Van Der Poel. Et à ce moment-là, on est tous convaincus qu'il va revenir, il va recoller. Et il recolle jamais, parce que l'autre devant, il est énorme, c'est un mutant. Il allait pleine balle, il était carbo à la fin, mais il a fait une course, c'était monumental. Je suis même pas sûr que sur le mano à mano, il aurait perdu, honnêtement. Après, évidemment, avec des scies, on ne sait pas. Au sprint, mais de toute façon, il gagnait. Très fort. Au sprint, Van Der Poel gagnait. Ça, de toute façon. Il était très très fort. Non, mais c'est quand même une déception. Les types nous ont vendu la course à 37 km de la fin. C'est une déception, pas pour chapeau Van Der Poel, mais une déception
que ça se termine comme ça, où l'autre il prend 37, 20 secondes. Mais c'est une réalité. Après, il le disait pas, mais tu le sentais. C'est comme si vous m'annonciez, on attend les prolongues ou dans un match de foot, il tombe pas, ou un boxeur qui se casse la main et on arrête le combat. Enfin, soyons. Toi, t'es à la recherche de. Mais non. Les forçats de la route, les forçats de la route, les héros du bitume, c'est ce que tu aimes. Alors, écoute bien. Tu me parles de Pogačar et de Van der Poel. Qu'est-ce qui nous intéressait, c'était de les voir lutter jusqu'au bout. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir si Pogačar allait gagner. Pas à 37 bandes de la fin. Mais ils ont lutté. Tu as eu mano à mano. Non, mais il a accéléré une ou deux fois, mais l'autre, il était là derrière. J'ai vu pratiquement 4 heures de course. 36 km/h Pogačar sur la fin, 41 pour le leader, il y avait pas photo. T'écoutes les commentateurs, ils font vivre le truc, ils ont raison. Le mano à mano, le Paris-Roubaix, notamment, il se décide souvent au Carrefour de l'Arbre. Le Carrefour de l'Arbre, c'est quand même 35 bornes de l'arrivée. C'est rare que ça se finisse au-delà du... Déclaration, Romain, notamment de Mathieu Van Der Poel. Oui, par rapport au scénario et justement sur cette lutte avec Tadej Pogačar, le Néerlandais nous dit: quand Tadej a fait sa faute dans le virage, il y avait encore beaucoup de chemin et de pavés. Je me suis battu jusqu'à la ligne d'arrivée. Je pense qu'il a mal jugé le virage. Je pense qu'il serait venu avec moi au Vélodrome s'il n'avait pas fait son erreur. Mais c'est le sport. C'est comme ça. Il fallait voir. Alors, bon, s'ils avaient été tous les deux au Vélodrome, au sprint, normalement, c'était Mathieu Van Der Poel, de toute façon, qui devait s'imposer. C'est un mec lucide. Tu vois, il vient de gagner. Il dit vraiment ce qui s'est passé. Il y a quand même, parce qu'on va dire, c'est pas une crevaison, c'est quand même une faute de Pogačar qui est provoquée. C'est la première fois qu'il le faisait. Et sa première fois qu'il. Donc, il n'est pas habitué et il fait une faute. Non, voilà, ça fait partie du vélo. Ça peut être la fatigue, par exemple. Il peut être éprouvé parce que quand il sort d'Arambert, quand il prend le pet, il n'est pas au mieux. Donc après, on a l'impression qu'ils se refaisaient. Ils se sont même demandé s'ils n'avaient pas une fragale. Là, il fait son erreur, il attaque. Il accélère. Voilà, donc effectivement, t'as l'impression que c'est pas le doigt de Dieu. T'as l'impression que l'autre a quelque chose en plus au niveau de la culture, au niveau de l'appréhension de la course. On a Patrick Chassé qui est avec nous. Ça y est, Patrick est avec nous. Salut Patrick, bonsoir et merci d'être avec nous pour nous éclairer évidemment sur ce Paris-Roubaix qui a enflammé tout le monde ici autour de la table. Bah oui, vous voyez ça. On se demandait si la chute de Pogačar, tout d'abord, ça n'avait pas gâché un peu la fin de course. Voilà, on voulait votre avis. Alors écoutez, si vous enlevez toutes les chutes qui ont eu une interaction sur le dénouement de Paris-Roubaix au cours de son histoire et même de ces dernières années, il ne va pas rester beaucoup de lauréats quand même, parce que c'est habituel, et ça je dirais même, souvent on a l'image d'un Paris-Roubaix dans un bourbier, là effectivement ça deviendrait une loterie, mais en réalité ça tombe tous les ans quasiment. Alors peut-être pas l'année dernière, dans le final, mais si vous regardez les années précédentes, déjà, on avait, lors de la première victoire de Mathieu Van Der Poel, on avait Van Aert qui était échappé avec lui. Et Van Aert, eh bien, si je me souviens bien, sur le Carrefour de l'Arbre, il avait eu un petit souci. Il avait une crevaison. Donc, est-ce qu'une crevaison, ça fait perdre Paris-Roubaix? Dans ce cas-là, c'est pas de chance. L'année précédente, c'est Lampart qui était tombé sur le Carrefour de l'Arbre alors qu'il était dans le final. L'année avant, l'année de la victoire de Colbrelli, là aussi il y avait une chute. Attendez, j'avais noté le nom, je l'ai plus sous les yeux là. C'est Moscon. Moscon, il était échappé depuis un moment. Et lui, il avait été victime d'une chute et d'une crevaison et d'une chute parce qu'il avait remis des boyaux trop gonflés. Donc vous voyez bien qu'à chaque fois, de toute façon, cette course nous entraîne dans des dénouements où les crevaisons, les chutes ne sont pas des signes de malchance, ce sont tout simplement des faits de course qui peuvent foudroyer n'importe quel coureur, que ce soit 200 km de l'arrivée ou que ce soit quasiment à l'entrée du Vélodrome. Alors, il y a une question qu'on se pose, notamment sur la chute de Pogačar, justement. Voilà, avec votre expérience, Patrick. Donc pourquoi Tadej Pogačar? Alors ok, il allait trop vite dans le virage, mais pourquoi? C'est vraiment le manque d'expérience? C'est qu'il est poussé à attaquer, parce qu'il est au moment d'attaquer, il est poussé à attaquer très fort face à Mathieu Van Der Poel. C'est quoi le problème dans cette chute? Pogačar, il attaque sur des courses quand il n'est pas aussi souverain qu'il a pu l'être dans le passé, et notamment justement quand il n'est pas dans un exercice de prédilection. Eh bien oui, il va avoir tendance à harceler ses adversaires, à attaquer plusieurs fois. C'était pas sa première accélération, mais elle était quand même très franche au moment où juste avant sa chute. Donc oui, là, en plus, il est entièrement responsable. Si, je sais pas moi, je vous parlais de Lampart tout à l'heure, Lampart, c'était un spectateur qui était un peu trop avancé. Bon, là, on peut dire quand même, c'est un signe extérieur de la course et c'est vraiment pas de chance et ça fausse le résultat. Mais là, en l'occurrence, s'il tombe,
c'est de sa faute et seulement de sa faute. Il accélère avant, il entre dans ce virage avec une vitesse qui est beaucoup trop élevée. On voit bien par rapport à Van Der Poel qui lui décélère un tout petit peu pour pouvoir prendre ce virage correctement. Donc franchement, on est dans une histoire de pilotage. En Grand Prix moto, on ne se pose pas la question quand il y a une chute de savoir si le résultat est faussé. C'est un petit peu la même chose ici. Merci. Patrick, vous avez un mot juste pour me dire, pour vous, ce que vous gardez de Paris-Roubaix, c'est le triplé de Mathieu Van Der Poel ou c'est la chute de Pogacar? Alors, indéniablement, c'est le triplé de Mathieu Van Der Poel. Imaginez, il égale déjà Francesco Moser, il a une victoire du grand record. Enfin, je veux dire, c'est complètement fou ce qu'on est en train de vivre en ce moment avec ces mecs. J'ai fait le calcul, juste un mot, j'ai fait le calcul sur les 14 derniers monuments disputés. Seulement 2 d'entre eux n'ont pas été remportés, soit par l'un, soit par l'autre. C'est du jamais vu. Même à l'époque de Merckx de Vlaminck, on n'avait pas un duel de cette intensité. Merci beaucoup, Patrick. Voilà, et on va regarder la une de l'équipe justement demain. J'imagine que c'est Paris-Roubaix qui fait la une. Bien sûr, on rend hommage à ces 2 géants du sport et c'est ce que titre l'équipe pour ce lundi avec ce superbe dénouement sur Paris-Roubaix et donc la victoire de Mathieu Van Der Poel face à Tadej Pogacar. Au nord, c'était les géants. Et on n'a qu'une envie, c'est d'y retourner. On a envie de les retrouver, on n'a qu'une envie, c'est que ça recommence.